Je vais présenter un peu ce cycle. Bonjour, mesdames, messieurs. On est très honorés d'avoir eu 250 inscriptions à ce cycle. Et à ce moment de la soirée, on doit avoir une centaine de participants en ligne. Donc, pour ce cycle transition écologique et éducation populaire. Donc, on va co-animer cette présente session entre Teben Gerloff, qui est à ma droite, qui est animateur au sein du collectif pour la transition citoyenne. Donc, Teben va plutôt animer la deuxième partie de la soirée. Et donc, c'est moi qui vais assumer l'introduction de la première partie. Donc, Jean-François Claude, je suis administrateur au sein de l'Union Popiculture, plus exactement trésorier. Voilà. Et donc, je vais introduire ce cycle et ensuite, je laisserai la parole à nos trois intervenants qui vont être l'essentiel de la contribution de cette soirée. Dans le monde d'il y a quelques jours, du 17 janvier 2022, parmi les multiples articles qu'il peut y avoir sur la transition écologique, il y avait une phrase que j'ai notée qui est la suivante: la responsabilité pour gagner la bataille climatique appartient à tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est là. On sent bien que la balle est dans tous les camps, des individus, des associations, des institutions, des États. Voilà. Donc nous voilà ce soir réunis autour de ce thème. Je voudrais aussi citer une formulation de Bruno Latour, un sociologue très en pointe sur la transition écologique, qui, dans une formule récente, fait un écho à l'intitulé de notre association qui s'appelle Popiculture. Donc, Bruno Latour parle en ces termes: quel peuple voulons-nous être sur quel genre de terre? Voilà, donc la deuxième idée clé en exergue de ce cycle. Alors, d'un point de vue de Popiculture, l'initiative de ce cycle s'inscrit dans une de nos orientations, qui est de se saisir des grandes problématiques sociétales actuelles du point de vue de l'éducation populaire, et à cette occasion de travailler avec d'autres, d'où cette co-construction avec le collectif pour la transition citoyenne, donc et la présence de Teben en tant que co-constructeur du cycle. Alors, avant de vous donner l'économie un peu générale du cycle, je voudrais faire deux petits encarts. Premièrement, quelques repères sur la manière dont le mouvement de l'éducation et de l'animation s'est saisi de cette problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique. En fait, on s'accorde à considérer que les choses prennent consistance dans les années 1970, donc il y a maintenant 50 ans. À l'époque, le club de Rome, qui avait été créé en 1968, et qui était une instance qui regroupe d'ailleurs toujours des scientifiques, des économistes, des industriels, alerte sur les dangers pour l'humanité de la croissance économique. Alors, qu'en est-il de la dynamique éducative et d'animation à partir de cette époque? Le premier mot-clé d'entrée dans le match, pourrait-on dire, c'est le mot nature.
À l'époque, on encourage les bienfaits du plein air, du sport de plein air et de nature. C'est l'explosion des clubs de nature qui mettent en avant cette dimension. 20 ans plus tard, dans les années 1980, on passe de l'approche nature à celle d'environnement. Se développe tout un réseau d'éducation à l'environnement qu'il faut désormais protéger. À l'époque, d'ailleurs, apparaît le ministère de la protection de l'environnement. Les DIREN, qui sont les directions régionales de l'environnement, sont créées en 1990. Donc, on voit déjà qu'avec le terme environnement, on met la problématique à l'échelle d'un enjeu de société. Dans les années 2000, on passe de l'environnement au développement durable. Le terme de développement durable est légitimé par un rapport de l'ONU qui date de 1987 et qui fait en sorte que dorénavant, il faut prendre en compte à la fois le social, l'économique et l'environnement. Alors, beaucoup d'associations s'engagent dans le développement durable, des associations très connues comme le WWF, Greenpeace, qui sont dans une problématique foncièrement de développement durable pour travailler en tant que partie prenante parmi d'autres dans ce cadre-là. Le terme de transition écologique, donc, qui nous occupe aujourd'hui, on considère qu'il apparaît en 2008. Il est introduit par Rob Hochschild, qui est un spécialiste anglais de la permaculture, qui va fonder ce qu'on appelle The Transition Town. C'est un mouvement de déploiement de la transition écologique au sein des collectivités territoriales, notamment des mairies. C'est l'époque où en France, on crée le Conseil national pour la transition écologique en 2013. Alors, je ne vais pas en dire plus sur la transition écologique, puisque nos intervenants vont en parler à l'instant. Simplement, en gros, ça introduit deux choses, la gravité de la situation et l'urgence à agir. Donc, il y a beaucoup d'initiatives associatives dans les territoires qui s'ajustent sur cette transition écologique. Voilà, donc nature, environnement, développement durable, transition écologique, voilà, d'un point de vue du mouvement social en 50 ans, comment, et tout ça se superposant, comment on arrive à la situation actuelle. Alors, sur le concept de transition écologique, dans l'éducation populaire, on cherche à avoir toujours une vision critique et on s'appuie pour ça sur les sciences humaines, économiques, historiques et esthétiques. Alors, je vais faire quelques citations pour donner des mots-clés, mais nos intervenants certainement s'y référeront, sur des apports conceptuels qui nous sont plus ou moins familiers dans l'éducation populaire. Alors, sans remonter à la nuit des temps, mais toujours dans ces 50 ans, pensez à Hans Jonas, ce philosophe qui, en 1972, a introduit le principe de précaution. Il y a Edgar Morin qui parle de l'écologie comme une espérance à la suite de l'écroulement communiste et de l'omniprésence du capitalisme libéral. Il y a effectivement incontournable en ce moment le philosophe et sociologue Bruno Latour, donc, auquel j'ai fait référence il y a quelques instants, qui tout récemment remet en cause la modernité. Alors je le cite, c'est quand même tout un programme, c'est-à-dire la liberté, l'émancipation,
sans la construction qu'opère la modernité, ça ressemble à quoi? On pense aussi à l'anthropologue Philippe Descola, qui remet en question la distinction nature et culture. Baptiste Morisot, encore un philosophe, qui nous invite à construire un autre cadre du rapport entre les hommes et les êtres vivants, à partir notamment du travail autour des loups. Du côté économique, toujours en lien de proximité avec l'éducation populaire, on peut citer de références Patrick Vivray, qui reconsidère la richesse, Serge Latour, qui prône la décroissance, des historiens, donc c'est notamment Jean-Baptiste Fressois qui s'intéresse au concept d'anthropocène. Il y a aussi les historiens de l'art, comme Paul Ardenne, qui s'intéresse à l'imaginaire esthétique qui peut exprimer la transition écologique. Et puis, il y a également les théologiens, notamment, je pense au pape François, qui publie l'encyclique Laudato Si, en 2015, et qui frontalement parle de la sauvegarde de la maison commune qu'est la Terre. Donc, on passe du ciel à la Terre. Et puis, évidemment, tous les scientifiques du GIEC qui fondent actuellement la préoccupation inhérente à la transition écologique. Alors, donc, on a construit un cycle en 3 temps. On vous propose un cycle en 3 temps. Donc, le temps de ce soir, qui vise à nous introduire au champ de la transition écologique, à différents champs. Donc, on va avoir 3 entrées, comme je dirais dans un instant. Donc, on a demandé à des intervenants qui sont par ailleurs engagés dans des associations pour la transition écologique, donc ils vous en parleront quand ils vont intervenir. Donc ça, c'est pour ce soir. En mars, dans un deuxième temps, on va viser à voir comment les associations d'éducation populaire se saisissent d'ores et déjà de ces questions. Donc, on aura des témoignages de pratique. Alors, des témoignages de pratique sur 2 plans. Sur le plan du fonctionnement des associations, c'est-à-dire comment, dans le fonctionnement associatif, on peut intégrer un engagement en termes de transition écologique, mais aussi et comment, dans les activités, les prestations de services des associations, on peut promouvoir ou intégrer la problématique de la transition écologique. Et puis, dans un troisième temps, on voudrait parvenir à faire des propositions ou un cadre de référence qui permettrait de faire des suggestions pour que l'éducation populaire renforce sa contribution à la transition écologique. Alors, donc dans un instant, donc autour de la table, on a donc Keben à ma droite que je vous ai déjà présenté, on a Marie Cellier qui est animatrice au collectif pour la transition citoyenne, et on a Marc Dufumier qui est agronome et puis un spécialiste du sujet qui a écrit beaucoup de bouquins, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Alors, en fait, séquentiellement, ils vont intervenir de la manière suivante. Donc, Marc va nous faire un peu un état de la planète
d'une certaine manière, hein, d'un point de vue écologique au sens large du terme, hein, la question de la biodiversité, du monde du vivant. Ensuite, Bruno Ligné, qui lui est à distance, qui est délégué général du mouvement de l'économie solidaire, va nous parler de la dimension économique, hein, de la question de la transition écologique. Enfin, Marie Cellier, donc est à droite de Tébène, nous introduira une dimension plus politique qui est comment la démocratie au quotidien dans les territoires peut se saisir de cette question de la transition écologique. Alors, évidemment, il y a 250 inscrits, je ne sais pas à combien on est là de participants. On est à 120 personnes en direct. Évidemment, c'est un immense honneur pour nous, mais c'est aussi des contraintes. Donc, à la suite de ces interventions, c'est-à-dire Marc, Bruno et Marie vont avoir à peu près un budget temps de 20 minutes, hein, donc, qui vont s'enchaîner. Donc, on a à peu près 1 heure d'intervention. À la suite de leurs interventions, on vous invite dès maintenant, dès qu'ils vont commencer à nous entretenir, ou même dès maintenant si vous avez des questions, à formuler à travers le chat des questions. Alors, ce soir, les répondants, ce sont les intervenants. Donc, soit vous posez des questions génériques, et à ce moment-là, on dispatchera la question à l'intervenant qui veut bien la prendre, soit vous posez une question à un intervenant en fonction de son intervention. Alors, on ne vous donnera pas de réponse par écrit. Hein. Par contre, on a 2 personnes Catherine Beaumont et Ménalie Lucie de Pépéculture, qui vont enregistrer les chats et nous communiquer vos réponses. Et c'est Tébène qui aura cette lourde tâche de dispatcher dans la deuxième partie les questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, puisque ça conditionne la dynamique de la deuxième partie. Donc, nous voilà entrés. De parler fort. Ah oui. Donc, oui, les intervenants, merci de parler fort. J'espère que j'ai parlé suffisamment fort. Donc, Marc, à vous. Alors, je vous laisse vous présenter, hein, chacun. Donc, Marc, ensuite Bruno Ligné qui est à distance, et puis enfin Marc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'état des lieux, on va essayer de faire ça en 20 minutes, hein, c'est évidemment beaucoup trop court. Je suis Marc Duffinet, donc je suis agronome, je suis aussi géographe. J'ai beaucoup travaillé dans les pays qu'on qualifie autrefois de tiers-monde, les pays du Sud. Et j'ai travaillé aussi, évidemment, en France, plutôt dans des domaines qui ont à voir avec l'agriculture, l'alimentation, l'écologie, bien sûr. Et voilà, brièvement, j'étais donc mon directeur de thèse, quand je faisais une thèse de doctorat, s'appelait René Dumont, donc certains d'entre vous, ça évoque peut-être beaucoup, puisque ce fut le premier candidat écologique à des élections présidentielles en 1974. Vous voyez que j'ai des cheveux blancs. Alors, l'état des lieux qu'il nous faudra corriger à travers la transition écologique, c'est quand même assez dramatique. Je voudrais juste rappeler en premier lieu 800 millions à 820 millions de gens sur la planète qui ont faim, qui n'ont pas tous les jours 2400 kilocalories, qui ne trouvent pas tous les jours dans l'alimentation l'énergie nécessaire pour ensuite aller la dépenser dans les loisirs, au travail, dans les déplacements. Et 1 milliard de plus sur les 7,8 milliards d'habitants que nous sommes sur la planète
1 milliard en plus souffrent de carences nutritionnelles en protéines, en minéraux, en vitamines, en fibres, en antioxydants. Et du coup, inutile de vous dire, des gens qui souffrent effectivement d'insuffisance alimentaire. Et puis d'un autre côté, effectivement, on découvrira qu'il y a des gens peut-être qui souffrent d'obésité, de malbouffe, on va dire, d'excès d'acides gras saturés, d'excès de sucre, d'excès de sel, une alimentation qui n'est pas très équilibrée. Soyons francs, tout de suite, disons-le, c'est plutôt dans les catégories sociales les plus pauvres qu'on voit des gens consommer de préférence du sucre, des acides gras saturés, etc. Une alimentation qui peut apparaître bon marché sur les marchés en termes monétaires, mais qui va provoquer évidemment beaucoup de problèmes nutritionnels, nutritifs, des maladies en question. Donc déjà, premier défi pour la transition écologique, si vous en êtes d'accord, nourrir correctement, si vous en êtes d'accord, durablement, ça on va en reparler, l'humanité tout entière, sans personne laissée pour compte. Une alimentation équilibrée pour tout le monde. Alors, je tiens tout de suite à vous dire que s'il y a des gens qui souffrent de faim, de malnutrition et de malbouffe, ça n'a rien à voir avec une insuffisance d'aliments disponibles sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture aujourd'hui sur le marché mondial. Et s'il y a des gens qui ne parviennent pas à acquérir cette nourriture, c'est qu'ils sont trop pauvres en termes de pouvoir d'achat. Donc, trop peu de pouvoir d'achat, c'est donc bien un problème de distribution des revenus. Et c'est juste pour dire que la transition écologique ne pourra pas aller indépendamment d'une transformation sociale, d'une transition sociale et d'une remise à niveau, en tout cas de moindres écarts de revenus. D'autant plus que si on regarde ceux vraiment qui souffrent de faim et de malnutrition dans les pays du Sud, qu'on qualifiait de tiers-monde autrefois, sont pour les 2/3 des paysans qui sont en concurrence avec nos céréales exportées, notre poudre de lait exportée à bas prix, bas de gamme. On leur exporte des surplus bas de gamme qui nous coûtent très cher, nous, en termes environnementaux et en termes de durabilité des écosystèmes. Et ces gens qui travaillent à la main ne parviennent pas à être compétitifs. La femme qui repique le riz à la main, qui le récolte à la faucille, en concurrence avec des gens équipés d'une moissonneuse-batteuses, équipés d'un tracteur à forte puissance, 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial. Vous avez 200 fois plus de travail agricole dans le riz, celle qui a travaillé à la main sous les tropiques, dans le moiteur des tropiques, que dans le riz d'à côté qui se vend au même prix, qui provient d'Arkansas, de Louisiane. Bon, la Camargue, on exporte très peu. Mais donc déjà, il faudrait que dans les pays du Sud, les gens, et les paysanneries en particulier, puissent vivre et travailler dignement de leur travail, d'être correctement rémunérés. Là, du coup, si je dois me présenter, j'étais président de Commerce Équitable France, la plateforme pour le commerce équitable pendant un bon moment, et déjà, si on pouvait rendre le commerce mondial plus équitable, éviter ces écarts de revenus. Et sachez que le dernier tiers qui souffre de la faim, qui est dans les bidonvilles, c'était des paysans qui ont été donc en faillite et qui ont été contraints de rejoindre les bidonvilles en masse. Je pense le Brésil, le Mexique par exemple. Eh bien, vous avez effectivement beaucoup de gens qui sont dans les bidonvilles, qui servent de bouclier humain parfois aux narcotrafiquants. Et pour les, j'allais dire, les moins pauvres des pauvres, ceux de Lagos et autres, ceux qui peuvent éventuellement payer un passeur, c'est, après avoir migré de la campagne vers la ville sans trouver d'emploi, éventuellement payer un passeur, traverser le désert libyen, traverser la Méditerranée dans les conditions que vous savez. Donc moi, je pense qu'il nous faudrait effectivement remettre en cause ce qu'on a appelé les accords de libre-échange, mais appeler libre-échange quand vous avez quelqu'un qui, pour rendre au même prix, est obligé d'accepter une rémunération 200 fois inférieure à celle du concurrent parce qu'elle a travaillé 200 fois plus pour produire la même quantité en question, il faut remettre ça en compte. Alors cette alimentation, je suis un peu agronome, donc on mettra beaucoup l'accent sur nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Je pense que c'est une priorité à mettre en œuvre. Il nous faut être très clair. Mais une alimentation correcte, c'est aussi pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, pas de fipronil dans les œufs, s'il vous plaît. Donc effectivement, il y a la qualité de l'alimentation. Et juste pour vous dire que si on pense à la transition écologique dans un pays comme la France et qu'on pense en agriculture par rapport aux défis, nourrir correctement et durablement l'humanité, eh bien nous pourrions produire, nous, moins de produits bas de gamme, moins l'exporter, moins faire de dumping, parce que de plus, nos agriculteurs sont parfois subventionnés, et c'est d'ailleurs plutôt ceux qui travaillent à grande échelle des productions de masse, des produits de moindre qualité, ce sont ceux-là qui perçoivent davantage de subventions. Eh bien, il faut remettre ça en cause, et effectivement, chez nous, on peut s'autoriser à produire moins, de moindre rendement à l'hectare, et moindre rendement à l'hectare, mais si on défait moindre coût en pesticides, en engrais, moindre coût en carburant, en énergie fossile, c'est la valeur ajoutée à l'hectare qui importe en termes monétaires pour notre balance commerciale extérieure. Et de plus, il nous faut éviter tous les coûts cachés
les externalités négatives, disent les économistes, à savoir que le lait pas cher nous coûte très cher, on paye des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, les pains pas chers nous coûtent très cher, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine, pour qu'il n'y ait pas de désherbant dans l'eau du robinet, ben, l'eau potable nous devient très chère. Donc il y a des coûts sanitaires, il y a des coûts environnementaux, et puis quand on pense produire correctement et durablement l'humanité tout entière, il y a quand même effectivement la question de est-ce que les générations futures, c'est-à-dire il faudrait produire, pas seulement dans l'agriculture, tous les biens alimentaires, mais sans préjudice pour les générations futures. Et là, vous le savez, l'état des lieux, c'est la désertification dans certaines régions, c'est l'érosion des sols, c'est évidemment les pollutions diverses des eaux, des sols, c'est la perte de biodiversité, à la fois la perte de biodiversité domestique, parce qu'on ne cultive aujourd'hui, par exemple en France, qu'un nombre de variétés inscrites au catalogue, en tout cas seules celles-là, les semences peuvent être échangées sur le marché. Il y a une perte de biodiversité domestique en termes de race animale, variété domestique, mais une perte encore plus considérable de perte de biodiversité sauvage et un très grand nombre de déséquilibres écologiques. Et vous savez que l'une des menaces, moi quand je faisais des études, on me disait l'érosion des sols, il faut remettre de l'humus dans les sols, il faut maintenir le taux d'humus, mais le concept de fertilité des sols, vous pouvez l'élargir aujourd'hui à la fertilité de nos écosystèmes, que la capacité productive de ces écosystèmes aménagés par des agriculteurs, ce qu'on appelle les agroécosystèmes, puissent maintenir leur potentialité productive, leur fertilité. Et la principale menace, si on est en France, vous l'avez compris, c'est la surmortalité des abeilles, des pollinisateurs, d'un grand nombre d'insectes auxiliaires, un très grand nombre de dégâts écologiques et de déséquilibres écologiques. Et donc la transition écologique qu'il faudra promouvoir va devoir corriger évidemment tout ça, rétablir de nouveau une très grande biodiversité domestique et sauvage. Et surtout, quand on pense de biodiversité, ce n'est pas seulement la liste d'espèces, de variétés, de races animales et autres, mais c'est les interactions qu'il peut y avoir entre toutes ces espèces à l'intérieur de nos écosystèmes. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui, effectivement, de se déglinguer. D'autant plus que, pareil, dans l'état des lieux aujourd'hui, c'est évidemment le réchauffement climatique. Ce n'est pas seulement un réchauffement climatique global, c'est un dérèglement climatique. Ça commence à s'avérer, à être statistiquement avéré, mais ça nous avait été prédit il y a 30 ans, ne l'oubliez pas. C'est une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes, donc des inondations, des sécheresses, des canicules, des cyclones, encore plus fréquents et encore plus dévastateurs. Ça veut dire que par rapport à nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, qui pourrait quand même être une des priorités, je trouve, à l'échelle internationale de la transition écologique, eh bien, effectivement, il faudra mettre en place des systèmes de production qu'on pourra qualifier de plus résilients. Les paysans vous auraient dit autrefois ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, à savoir que s'il arrive un accident climatique extrême pour une des productions, une des activités, puisqu'on peut élargir ça ailleurs que dans l'agriculture, les économies aussi auraient besoin d'être extrêmement diversifiées. Quand arrive un accident de marché, de prix par exemple, sur les marchés à terme, quand arrive un accident climatique, mettre en place des systèmes de production et de transformation et autres résilients, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, très diversifiés, et ça va de pair, vous l'avez vu, s'adapter à ce dérèglement climatique avec des systèmes plus diversifiés, plus résilients, plus diversifiés, ça va de pair aussi avec l'atténuation de ce réchauffement climatique et le maintien de la biodiversité, car effectivement, dans les deux enjeux, il va falloir s'adapter à ce dérèglement. Maintenant, il nous est annoncé, et on voit bien qu'il est arrivé. S'il y a 30 ans, certains, y compris un ministre de l'Éducation nationale, s'étaient autorisés à dire que ce n'est pas statistiquement avéré, un climato-sceptique qui avait laissé entendre ça, en disant ce n'est pas statistiquement avéré. Depuis 30 ans, aujourd'hui, on peut dire que c'est statistiquement avéré. La date des vendanges en France, elle est bien 10 jours plus précoce en moyenne. Elle a bien été en moyenne statistique, donc 10 jours plus précoce au cours des 30 dernières années que les 30 années antérieures. Donc, et pour les accidents climatiques extrêmes, pareil, ça commence à être statistiquement avéré en question. Donc voilà, il faudra s'adapter. Et il nous sera demandé pour la transition écologique d'atténuer ce réchauffement climatique, de contribuer, alors certains diront la décarbonation. Sachez que l'agriculture, de ce point de vue-là, j'étais agronome, c'est l'agriculture dont je vais davantage vous parler, eh bien là peut être un excellent puits de carbone, puisque vous savez que la photosynthèse, c'est les plantes à feuilles vertes qui interceptent les rayons du soleil et transforment cette énergie solaire, en énergie alimentaire.
Et cette énergie alimentaire, les hydrates de carbone, les glucides, les lipides, la première partie la plus urgente dans notre alimentation, les kilocalories dont nous avons besoin, l'énergie que nous avons besoin de manger pour assez la dépenser ensuite au travail ou dans les loisirs. Mais ce sont les hydrates de carbone, les glucides, les lipides, ce sont des hydrates de carbone. Et où la plante trouve-t-elle le carbone? Vous savez que c'est dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors, une première bonne nouvelle d'abord. Il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc, on peut en faire un usage intensif à l'hectare avec des feuilles vertes, couverture végétale la plus maximale possible, feuilles vertes capables d'intercepter cette lumière, de la transformer en énergie alimentaire. Mais fabriquer des glucides, ça veut dire aussi que le gaz carbonique doit rentrer dans la plante. La plante va intercepter le carbone dans la biomasse, libérer l'oxygène pour nos poumons, fabriquer effectivement des glucides, des lipides, des hydrates de carbone. Ça peut être de la cellulose, si vous voulez, du textile, mais aussi ça peut fabriquer de la paille, des racines qui après récoltent, si ça se décompose bien, fabriquent de l'humus et séquestrent du carbone dans les sols. Donc faire un usage intensif à l'hectare. Vous comprenez que c'est très important de parler d'usage intensif à l'hectare, des ressources naturelles renouvelables et gratuites. C'est l'accès au terrain qui est coûteux, terre de liens et autres. Ça, la transition écologique, comment aider à l'installation de jeunes agriculteurs, enrayer les zones rurales d'abord, et aider à l'installation de jeunes agriculteurs pour qu'ils pratiquent une agriculture écologiquement intensive, intensément écologique, en faisant l'usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui est gratuit. Mais le gaz carbonique est pléthorique. Alors, quand les agriculteurs en font un usage intensif, prennent le carbone, libèrent l'oxygène, fabriquent de l'humus et de la biomasse, excusez-moi, ils mériteraient d'être payés pour leurs services environnementaux. Ça peut faire partie de la transition écologique. Non pas une politique agricole commune qui subventionnerait les agriculteurs en proportion de surface, mais une politique agricole commune nationale et locale, territoriale éventuellement, qui rémunérait les gens pour le travail artisanal qui constitue de mettre des associations végétales, de recouvrir le sol par ces végétations vertes le plus total et le plus permanent possible à toute saison. C'est des associations végétales, très clair. On met des févroles entre les rangées de blé, on met des petits pois ou des lentilles entre les rangées de camelines, on va peut-être même pratiquer de l'agroforesterie et autres, parce que le bois, effectivement, séquestre le carbone, et les feuilles mortes d'un arbre qui tombe à terre, ça fabrique de l'humus. Donc, on va faire ça, on va essayer d'être raisonnable, et il mériterait d'être payé. Mais il faut que c'est la gestion de l'eau pour la transition écologique qui va être décisive, avec des arbitrages eau potable, eau domestique et eau pour l'usage agricole. Mais c'est en clair, c'est l'eau de pluie, dont on nous dit qu'elle sera distribuée de façon de plus en plus chaotique, le dérèglement climatique, dans l'espace et dans le temps. C'est ça qui nous est annoncé. Cette eau de pluie, néanmoins, il va falloir en faire le meilleur usage. Je ne veux plus l'avoir ruisselée. On va empêcher le ruisseler, on va remettre des haies. La couverture végétale va empêcher que les petits filets d'eau prennent du poids, du volume, de la vitesse. Tout doit s'infiltrer. Il faut que le sol soit poreux. Moi, on m'enseignait autrefois le labour. Maintenant, on sait qu'un excès de travail du sol, excès de labour, l'humus du sol, s'il est réoxydé en trop grande quantité, ça retourne à l'état de gaz carbonique, perte de taux d'humus. Mais par contre, on peut rendre un sol poreux avec des vers de terre, avec des colomboles, avec des cloportes. C'est la biologie des sols, à la condition de ne pas s'autoriser à mettre des produits en seed, parce que effectivement, si vos insecticides tuent la biologie des sols, eh bien, c'est foutu. Mais donc, oui, notre agriculture va s'interdire les produits en seed, ça c'est très clair, mais les sols seront poreux grâce à cette biologie. Et du coup, l'eau va s'emmagasiner et elle sera retenue par l'humus, parce que c'est l'argile et l'humus qui retient l'eau, soyez sans crainte. Dans l'état de la planète, il y a déjà des savoir-faire de gens qui savent qui savent entretenir un sol poreux sans labour. Agriculture, on dit de conservation. Il faut des éléments minéraux, le calcium, le potassium, le phosphore et ce genre de choses. C'est pour le phosphore où intervient le plus le drame de la finitude. Les mines de phosphate, d'ici 3-4 décennies, on nous dit que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, va être de plus en plus coûteux. Le calcium, les falaises calcaires, pénurie. Le potassium, j'entends pas trop de cas. Mais le phosphate, oui, le vrai problème. Alors évidemment, il faut être très économe en phosphore, et ça veut dire que quand il y a du phosphate qui repart avec les urines des animaux et des humains, si on pouvait recycler ça, mais ça veut dire remettre les animaux sur la page, fabriquer du fumier, et il y aura l'azote de l'urine et le phosphore qui retournera au soleil, au sol. Mais où peut-on trouver aussi du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate? Il y en a quand même, beaucoup quand même, mais à très faible dose. Dans la roche-mère, le granit, le schiste, les grès sont riches en éléments minéraux, mais faible dose de phosphore. Mais au moins, cette roche est altérée tous les jours en sous-sol. Et
les éléments minéraux qui sont altérés, qui sont libérés donc, en sous-sol, ne sont pas accessibles à une racine de blé. Et si ça peut être accessible à une racine d'arbres, avec des haies, avec des arbres, des pommiers dans la prairie, l'agroforesterie, les cultures sous parcs arborés, les racines vont aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, ça retombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Et donc, on a des moyens. Et en plus, si vous avez des champignons, comme la truffe, des champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans la racine, développent un mycélium très fin, sachez que ces champignons vont aller débusquer des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles et libérer ça disponible pour la plante, juste pour vous dire, nourrir correctement. Je vais faire un petit chapitre sur les protéines, mais nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, on peut, mais évidemment, si vous voulez des champignons mycorhiziens, ne mettez pas de fongicides. Votre plante a le mildiou, il faudra un jour qu'on évite les fongicides pour soigner les plantes, surtout si ça détruit les champignons utiles du sol. Et juste pour vous dire, parce que les protéines qui sont quand même la deuxième nécessité dans notre alimentation, c'est les hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Troisième bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie d'azote, 79% d'azote dans l'air, mais rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, fabriquer une protéine, excusez-moi pour scientifique, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux méthodes employées aujourd'hui. Il y a les engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile, l'ammonitrate, quand il n'explose pas, le sulfate d'ammonium, l'urée, c'est très coûteux en gaz naturel russe, norvégien, ou en pétrole, qu'importe, vénézuélien ou autre, coûteux en énergie fossile. Vous avez compris que c'est désuet. Non, les techniques, alors que je vais quand même qualifier de modernes malgré la tour, mais parce que très, très savante, en tout cas, et très porteuse de progrès, de bien-être. En tout cas, c'est ça. Si on veut développer du bien-être pour les gens, des protéines sans avoir recours à l'énergie fossile, vous avez des légumineuses, c'est des microbes qui s'incrustent dans la racine, qui utilisent l'énergie de la plante, celle qu'elle a photosynthétisée, les glucides, développent se prolifèrent, et ces bactéries, les rhizobiomes en question, s'incrustent dans la racine de la légumineuse, utilisent l'énergie solaire, interceptent l'azote de l'air, fabriquent le premier élément des protéines, des acides aminés, et refilent ça à la légumineuse, qui sera riche en protéines. Pour l'alimentation animale, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, le lotier pour les ruminants, éventuellement les févroles, les pois chiches, les pois fourragés, le lupin, le soja pour des cochons, des volailles, et pour nous, pourquoi pas, des lentilles, des haricots, des petits pois, des légumes secs, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Non, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, qui je crois être comme une des priorités, enfin, cette injustice qu'il y a dans le monde de voir des gens devoir quitter leur pays parce que leurs paysanneries n'ont pas été capables par elles-mêmes de produire par elles-mêmes parce qu'elles sont concurrencées par nos excédents, et voir des gens migrer de la campagne vers les villes, dans les bidonvilles, chercher des emplois sans en trouver, éventuellement comme seul emploi les boucliers humains des narcotrafiquants, et devoir migrer comme ça, excusez-moi, il y a vraiment urgence d'agir. L'état des lieux n'est franchement pas très sympa. Évidemment, il y aurait d'autres secteurs de l'économie qui doivent accompagner ça. Vous avez vu que je n'ai pas une grande sympathie pour les industries pétrochimiques qui vous vendront des produits phytosanitaires, des produits pesticides, excusez-moi. Alors, l'agriculteur moderne de demain ne va plus éradiquer. Ça, c'est terminé. L'éradication, il y a surtout à titre préventif. On ne va pas donner des antibiotiques à titre préventif à des animaux. On ne va pas épandre des fongicides, des enrobages des semences avec un insecticide à titre préventif. Il n'en est pas question. Donc voilà, on va vivre avec les ravageurs, on va vivre avec les agents pathogènes, on va vivre avec ce qu'on appelait les mauvaises herbes, mais on va minorer leur prolifération, on va minorer les ravages, on va choisir des variétés ou des races tolérantes à leur existence qui peuvent vivre avec, et grâce à la biodiversité, même s'ils sont ravageurs et agents pathogènes, ils ne pourront pas proliférer parce qu'ils trouveront toujours des barrières végétales ou animales à leur prolifération. C'est-à-dire que les écosystèmes, les agroécosystèmes les plus diversifiés ne sont pas seulement les plus adaptés à s'adapter au réchauffement climatique, mais c'est aussi ça qui va nous permettre d'atténuer ce réchauffement climatique, de séquestrer du carbone dans les sols, de moins employer d'engrais azotés de synthèse qui sont consommateurs d'énergie fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote, parce qu'en France, la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, ce n'est pas le gaz carbonique, ce n'est pas le méthane, c'est le protoxyde d'azote. Ben écoutez, voilà, l'état des lieux désastreux. Est-ce qu'il faut désespérer? Non. Non, on peut amorcer une transition écologique, ne désespérez pas, on n'est pas sans solution. Merci Marc Fumier. En plus, bravo, parce que 20 minutes de montre en main. Donc, c'était la consigne, on le savait déjà d'avance. Donc, alors, on va demander à Bruno
Légnier, donc d'aborder la. Donc je rappelle que Bruno Légnier Lanier. Lanier, oui. Donc va intervenir sur le plan de la dimension économique. Donc lui est en ligne. Donc là, j'appelle la technique pour. Voilà, Bruno Légnier. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez tous? Oui, on vous entend ici. Bonjour, donc Bruno Lanier, je suis délégué national du mouvement pour l'économie solidaire et on m'a demandé d'intervenir plutôt sur la question du lien entre transition écologique et économie. J'ai envie de dire d'abord, d'introduire mon propos en disant, quand on parle de transition, de quoi parlons-nous? Parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus prendre une place de plus en plus importante dans la réflexion et l'action autour d'une société plus durable, mais qui aujourd'hui est revendiquée par une pluralité d'acteurs de plus en plus large, que ce soit des chercheurs, universitaires ou privés d'ailleurs, des institutions publiques, des entreprises, des initiatives citoyennes, des mouvements sociaux. On voit que ce terme, il est de plus en plus utilisé. En fait, quand on parle de transition, qu'elle soit écologique, énergétique, sociale, solidaire, économique, démocratique, numérique, et je ne sais quoi d'autre, la transition, elle se caractérise toujours par une volonté de transformer profondément des systèmes. La transition, en fait, ça désigne un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre. On a connu un système de société qui s'est développé avec le capitalisme pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on pense que ce système a atteint un certain point de rupture et donc on envisage de passer à un autre système sans passer par une révolution ou un ajustement, mais bien en reconfigurant fondamentalement le fonctionnement et l'organisation du système. Donc, quand on veut changer un système, une société, il faut qu'on touche l'ensemble des domaines du système. Donc, quand on parle de transition écologique, on ne peut pas parler de transition écologique sans se poser la question de la transition technologique, la transition économique, la transition socio-culturelle, institutionnelle, etc., etc. Les évolutions de chacun des domaines cette société vont se renforcer mutuellement pour transister vers un nouveau modèle. Donc, on peut dire que la transition se caractérise par une mutation à la fois progressive et profonde des modèles de société sur le long terme et que c'est un processus qui s'inscrit dans un système complexe qui la rend difficile à maîtriser. Il s'agit d'agir sur l'ensemble de la société. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Alors, quel lien entre économie et transition écologique? Face aux effets dévastateurs d'une mondialisation qui a été très prédatrice en termes social, humain et écologique, une nouvelle économie s'impose de plus en plus, porteuse de nouveaux rapports sociaux et d'une relation privilégiée à la planète, d'où la question de la transition écologique. Certains auteurs, dans tout ce qui est les auteurs économistes, socio-économistes, parlent d'une nécessaire transition vers un modèle unique, parlent d'une transition d'un modèle unique mondial qui est plutôt basé sur la croissance économique, un endettement toujours de plus en plus élevé et un pillage des ressources naturelles, vers une économie plus résiliente, écologique et solidaire. Deux façons d'arriver à la construction de cette nouvelle économie. D'une part, agir pour contester le modèle dominant. C'est ce que font tous les mouvements sociaux, altermondialistes, écologiques, de la transition. Bon, voilà, on voit bien la COP26, la société civile se mobilise, les forums sociaux, il y a plein d'espaces pour essayer d'agir et de changer les règles de l'économie dominante. L'autre manière, qui est aussi importante, et les deux sont importants, c'est de construire des solutions économiques alternatives qui répondent aux enjeux de cette nouvelle économie. C'est plus sur ce volet-là que moi, en tant qu'acteur de l'économie solidaire, je vais diriger mon intervention. Alors, à quel enjeu une économie plus résiliente, écologique et solidaire doit faire face? Le premier enjeu, il est essentiel, c'est l'enjeu démocratique.
Aujourd'hui, l'économie, telle qu'on nous en parle, elle n'appartient plus aux citoyens, mais à des systèmes étatiques ou économiques, finances, comment on dit, grandes entreprises, etc., qui finalement captent l'économie au service de leur intérêt, soit leur intérêt de pouvoir, soit leur intérêt d'enrichissement personnel, de génération de revenus. Donc, remettre l'homme au cœur de l'économie, faire que l'économie soit au service des humains et pas d'intérêts privés ou d'intérêts particuliers, c'est le premier enjeu auquel doit faire face cette nouvelle économie. Le deuxième enjeu, et il n'est pas non plus des moindres, c'est de passer passer à une économie de la suffisance plutôt qu'une économie de la croissance. On est dans un système où il faut toujours croître, toujours produire plus, de plus en plus vite, pour générer de plus en plus de revenus. On invente des choses qui ne nous servent à rien, qui deviennent vite obsolètes et qu'on remplace par d'autres choses qui ne nous servent pas plus. Mais ce n'est pas grave, il faut avancer, il faut produire parce que c'est ça qui donne du travail, c'est ça qui permet le développement économique. Donc, cette économie-là, on n'en veut plus. Il faut rentrer dans une économie de la suffisance, une économie qui réponde de manière suffisante aux besoins réels des hommes et des possibilités de la planète. Ce qui pose un troisième enjeu, c'est une remise en question des notions de richesse et des indicateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on mesure l'économie, on mesure l'efficacité économique en vertu d'indicateurs qui répondent à ces enjeux de croissance, qui répondent à ces enjeux de production et qui ne répondent pas forcément aux enjeux de bien-être des citoyens, aux enjeux d'amélioration des conditions de vie de l'humanité et du respect du vivant. Autre enjeu, c'est toute la question monétaire, avec une monnaie de plus en plus centralisée, avec des systèmes de monnaie finalement qui servent un intérêt global, l'intérêt de ces grandes puissances, et qui ne servent plus l'économie de la proximité, l'économie réelle. On est dans une économie, dans des monnaies qui sont de plus en plus dématérialisées, de plus en plus qui s'échangent de plus en plus rapidement et qui sont de plus en plus loin de l'économie réelle. Donc, il faut aller vers des monnaies décentralisées qui mettent fin au taux usuraire et qui servent d'outils pour relocaliser l'économie dans les territoires. Il faut aussi un système de finances qui soit au service du bien social et de l'intérêt général et pas seulement au service de l'intérêt privé et de la rémunération de ceux qui nous prêtent. On est dans un système du prêt généralisé où finalement l'économie elle est générée par le fait qu'on s'endette toujours plus et on sert un système bancaire et pas les intérêts de la population. On a aussi des enjeux autour des systèmes alimentaires locaux, des chaînes de productifs et des marchés de collaboration solidaire. Il faut refaire un marché de proximité à partir de logiques de marché qui soient locales, donc qui coûtent moins cher et qui répondent mieux aux intérêts des populations locales à partir des ressources locales. Et puis, on a des enjeux sur toutes les solutions énergétiques qui nous permettent de diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles et qui permettent de mettre en place des solutions localisées qui soient à la fois producteurs d'une plus grande autonomie et de plus de résilience à l'échelle locale et régionale. Enfin, au-delà des aspects purement économiques, on attend aussi de cette économie qu'elle fabrique plus de justice sociale, qu'elle permette une gestion collective des biens communs et encore de bien d'autres, qu'elle permette un développement humain endogène, démocratique, solidaire, durable, pluriel et j'en passe. Les adjectifs se succèdent pour passer d'un modèle de pensée économique unique et matérialiste vers des solutions complexes qui soient en phase avec des sociétés elles-mêmes complexes. Donc, on va parler de solidarité, de collaboration, de partage, de responsabilité, de coparticipation, de co-construction, de coopération, de mutualisation, d'utilité sociale, de cohésion sociale, toutes ces valeurs qui sous-tendent la construction de cette économie où l'humain et la planète redeviennent au centre des préoccupations. Donc, ces enjeux, finalement, on voit bien qu'ils relient l'économie, la question de la transition écologique à finalement pas mal d'enjeux qui ont été développés par l'économie solidaire. Alors, l'économie solidaire, c'est un concept qui est né
À la fin des années 70, face à la montée des crises économiques et la montée d'une certaine forme de précarisation des populations avec l'arrivée du chômage de masse, et qui s'est inscrit dans tout le mouvement dont on nous a parlé en introduction, tout le mouvement, je dirais, du contre-pouvoir et d'une contre-culture des années 70 qui a permis de développer l'écologie, les courants autogestionnaires, les courants du développement local, tout un tas de courants comme ça. Et donc, l'économie solidaire, elle s'est inscrite dans cette continuité et elle a été définie par Jean-Louis Laville et Bernard Rhem, le concept même d'économie solidaire au début des années 80, comme l'ensemble des activités contribuant à la démocratisation de l'économie à partir d'engagements citoyens. L'économie solidaire met en avant les actes quotidiens de la vie économique. Elle se pose la question de comment on peut travailler, épargner, consommer, se loger, se déplacer, échanger autrement. Et en parlant d'initiative économique citoyenne, l'économie solidaire elle souligne le fait que l'économie n'est pas qu'une affaire d'entreprise, fût-elle de l'économie sociale, mais que c'est surtout et avant tout une affaire de citoyenneté économique. C'est-à-dire capacité des gens à avoir un rapport à l'économie à travers leur manière de consommer, d'épargner, de travailler, etc. Donc, il s'agit bien de remettre l'économie au cœur, l'homme au cœur de l'économie. Alors, on peut se poser la question de quel apport l'économie solidaire peut faire aux initiatives citoyennes de la transition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vais surtout m'intéresser à la manière de construire des alternatives au système dominant. Il y a ceux qui essayent de le corriger, de se battre pour qu'il s'améliore, et puis il y a ceux qui essayent de construire les alternatives dont nous avons besoin pour cette nouvelle économie. Quand on parle de transition écologique, on recouvre une série d'activités qui sont citées de manière récurrente autour d'autres façons d'habiter, l'habitat partagé, participatif, écologique, éco-construction, auto-réhabilitation accompagnée, d'autres manières de consommer, groupements d'achats locaux, équitables, circuits courts alimentaires, marchés de producteurs locaux, épiceries solidaires, coopératives citoyennes de distribution alimentaire, AMAP, j'en passe et des meilleurs. D'autres manières d'échanger, on parle par exemple, système d'échange libre, monnaie locale, troc, réseau d'échange réciproque de savoir, donc voilà, tout un tas de solutions pour échanger autrement. D'entretenir et de réinventer l'agriculture et le rapport à la nature en ville, donc on parle de permaculture, de jardins partagés, de fermes urbaines, de participation à la plantation d'arbres. On parle de lutter contre l'obsolescence programmée et de lutter pour le réemploi, donc les repères cafés, les ressourceries, les ateliers de cuisine, de réparation, de bricolage, enfin tout un tas de choses, de produire et maîtriser sa consommation d'énergie, pacte citoyen, d'énergie renouvelable, etc., etc. Quand on regarde toutes ces activités, en fait, ces activités, elles sont accompagnées depuis longtemps par les réseaux de l'économie solidaire. Presque toutes les activités qui s'inscrivent aujourd'hui dans une logique de transition citoyenne sont avant tout des activités qui s'inscrivent dans le champ de l'économie solidaire. Elles sont fabriquées par des citoyens à l'échelle d'un territoire qui, pour répondre à un besoin non couvert ou mal couvert, et là on est souvent sur le mal couvert par l'économie dominante, ils s'organisent et ils inventent des solutions. C'est exactement ce que font les initiatives de l'économie solidaire depuis le début des années 80. Par exemple, le MES et ses membres sont historiquement positionnés sur les questions de la transition écologique et citoyenne. Comment ? Depuis ces années 80, à travers nos réseaux, nous, on accompagne la création et le développement des coactivités. Donc, tout ce qu'on a dit, là, tout ce qu'on a vu, on accompagne ça en impliquant citoyens et usagers, en travaillant avec eux sur la manière de pérenniser leur activité, à la fois dans des logiques d'échange, mais aussi dans des logiques d'inscription dans des politiques publiques, dans des logiques de développement de nouveaux produits sur le marché, etc. On accompagne ces structures à se structurer dans leur dimension économique, mais aussi dans leur dimension organisationnelle, démocratique, etc. L'autre chose qu'on accompagne depuis toujours, c'est qu'on anime et on structure des collectifs.
Par exemple, au MES, on a été, à travers nos réseaux, on a accompagné beaucoup de construction d'AMAP, mais on a aussi accompagné la structuration des AMAP en réseaux territoriaux, et puis on a été jusqu'à accompagner la structuration du collectif national des AMAP, MIRAMAP, dont le MES a été un des membres fondateurs. On a fait la même chose sur les jardins partagés, on a participé à la structuration du collectif autour de la question du réemploi, des ressourceries, de la consommation responsable, etc., etc. On réfléchit aussi et on accompagne depuis longtemps la construction de nouveaux modèles économiques au croisement de différentes formes d'économie qui apparaissent. On peut parler par exemple d'économie de la fonctionnalité et économie plurielle. Je pense par exemple à l'APES en Nord-Pas-de-Calais et dans les Hauts-de-France qui travaillent beaucoup sur ces questions-là, mais ça peut être aussi au croisement de l'économie de la contribution. Donc on est plutôt sur les logiques de commun et l'économie solidaire. Donc ça, c'est aussi une manière d'accompagner le développement économique de ces initiatives de la transition. Enfin, on anime pas mal de démarches de coopération économique territoriale, où là, on va essayer soit d'animer des collectifs d'acteurs, mais aussi, et bien souvent, on va essayer d'animer des collectifs qui regroupent à la fois des acteurs d'initiatives citoyennes, mais aussi d'autres formes d'entreprises, avec des collectivités territoriales et avec d'autres acteurs du territoire. Donc là, il s'agit de dire comment finalement, au-delà des initiatives, on accompagne des coopérations économiques à l'échelle de territoire entre les acteurs impliqués sur ce territoire. Et puis, la dernière manière d'être impliqué historiquement, c'est que finalement, nous, on avait inscrit les enjeux de la transition écologique dans notre ADN, et ce qui nous a amené progressivement à nous inscrire et à rejoindre des mouvements nationaux. Le MES est membre du collectif de la transition citoyenne, mais aussi des alliances à l'échelle régionale. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on défend à travers l'économie solidaire et pourquoi on parle d'économie solidaire? Ce qui est intéressant dans l'économie solidaire, c'est que c'est une démarche qui se place à la croisée d'une pluralité de logiques et qui, à la croisée de ces logiques, cherche à partir de valeurs caractérisées, à voir comment elle peut mettre en acte au quotidien ces valeurs. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir des valeurs, mais la question, c'est comment ces valeurs, elles sont mises en pratique. La deuxième chose que défend l'économie solidaire, c'est une vision complètement différente de l'économie qui nous est proposée aujourd'hui, où quand on entend les économistes mainstream nous parler d'économie, en fait, ils nous parlent de deux formes d'économie. En gros, il y a une forme d'économie qui est aujourd'hui, elle va en pourpre et qui est dominante, c'est l'économie de marché. En gros, on nous dit tout doit être sur le marché, tout peut devenir des prestations et des services échangeables contre de l'argent. Et puis, une autre forme d'économie dont on entend beaucoup parler et qui est beaucoup critiquée aujourd'hui, c'est l'économie de la redistribution, c'est-à-dire l'économie publique, celle gérée par les collectivités locales, les États, etc., les organisations internationales. Nous, on pense que l'économie, elle doit être réencastrée dans une économie qui intègre toutes les formes de l'économie. Et donc, la manière de le mettre en acte, ça ne doit pas se faire seulement dans une vision métaphysique méta-économiste, mais ça doit se faire dans la manière dont on entreprend, dont on consomme, dont on échange. C'est-à-dire que ces questions de l'hybridation de l'économie, elles se posent pour chacun d'entre nous dans notre manière de consommer, d'échanger et d'entreprendre. Et puis, en dernier lieu, pourquoi l'économie solidaire? Parce que l'économie solidaire, c'est un projet politique de transformation de la société par la citoyenneté économique. C'est-à-dire que pour transformer la société aujourd'hui, on voit bien que si on attend que du politique ou des grandes organisations, qu'elles soient économiques, institutionnelles ou économiques, on est mal barré. Ce n'est pas leur intérêt. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir et ils sont enfermés dans une logique de prédation des ressources pour s'enrichir toujours plus, soit s'enrichir, soit avoir plus de pouvoir. Donc, c'est bien par la réappropriation de l'économie par les citoyens qu'on peut espérer s'en sortir. Alors, quand je disais une démarche à la croisée d'une pluralité de logique, je vais quand même revenir un petit peu là-dessus pour expliquer à quoi je voulais parler. Qu'est-ce qu'on entend par l'économie? Alors, une logique économique, la première logique économique, c'est comment on répond à un besoin par la production d'un bien et d'un service. Ça, on est vraiment dans le côté
concret de l'économie. L'économie, c'est les échanges. On a individuellement des besoins et on ne peut pas répondre à tous nos besoins seuls. Et collectivement, on a la possibilité de répondre à nos besoins collectivement en offrant une offre de biens et de services beaucoup plus large et en faisant en sorte que tout le monde puisse avoir accès à répondre à l'ensemble de ses besoins. Donc ça, c'est une logique économique. Mais ce n'est pas une logique suffisante. C'est la logique du marché, celle-là, mais ce n'est pas une logique suffisante pour faire une économie résiliente et plus solidaire. Il y a une autre logique, c'est la logique d'utilité sociale ou sociétale. C'est-à-dire que les échanges en économie, ils doivent favoriser l'échange de production collective de biens ou de services dans une recherche d'intérêt général ou d'une finalité sociétale. C'est-à-dire, on n'échange pas juste pour avoir un bien, on échange aussi en se posant la question de en quoi ce bien il est utile il est utile à la société humaine, en quoi est-ce qu'il est intégrable est-ce qu'il s'intègre dans le respect du vivant, est-ce qu'il a une fonction, est-ce qu'il permet l'accès à tous, etc., etc. Ça, c'est la question de l'utilité sociale ou sociétale de l'activité économique. Le troisième logique qui est importante en économie solidaire, c'est la question de l'ancrage au territoire. Il ne s'agit pas d'être purement, de penser l'économie que au local, mais en tout cas, l'économie, elle doit d'abord s'ancrer au territoire. Il faut construire dans et pour un territoire et par et pour ceux qui y vivent. L'ancrage territorial, c'est une dimension très, très importante dans l'économie solidaire. Qui intéresse parfois d'ailleurs des visions nationalistes ou de repli sur soi, mais que nous, on ne vit pas comme ça, c'est-à-dire c'est construire local pour agir global. Et en fait, et en dernier, il y a une logique de solidarité, c'est une logique de justice sociale, de respect du vivant et de respect des générations futures. Voilà, c'est les quatre logiques qu'on retrouve dans la logique de l'économie solidaire. Qui, je crois, bon, elle est caractérisée par des valeurs, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais on va y revenir, hein, la solidarité, l'autonomie, l'égalité, le partage, la réciprocité. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. L'enjeu, dont je disais tout à l'heure, c'était vraiment de réfléchir en quoi ces valeurs et ces principes, ils s'ancrent dans des actes et dans des pratiques qui respectent ces valeurs-là. Alors, je vous ai parlé de l'hybridation, hein, donc en fait, pour nous, l'enjeu, c'est de refaire une économie qui ne soit pas contre le marché ou contre la redistribution portée par les États, mais qui réintègre à partir d'une démocratisation et de l'impulsion par les réseaux de solidarité, donc des réseaux locaux de citoyens, qui réintègrent à partir de cette approche-là une économie de la réciprocité, c'est-à-dire les échanges entre citoyens sur des formes de bénévolat, de dons, de mise en commun, de mutualisation, puissent construire des initiatives qui, à la fois, puissent aller mobiliser les financements publics, donc les enjeux de la redistribution, l'économie non marchande, tout ce qui est géré par l'impôt, hein, donc l'économie publique, et d'un autre côté, puissent aussi aller mobiliser des financements privés sur le marché par la vente de biens et de services. L'enjeu pour nous, c'est de dire qu'il n'y a pas une économie qui doit être dominante, c'est ces trois économies qu'on doit penser en même temps quand on parle d'économie. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'économie et de transition citoyenne, de transition écologique citoyenne, quel enjeu se pose pour les initiatives de la transition citoyenne? Alors moi, je vais dire qu'il y a plusieurs enjeux, et puis j'en resterai là, parce que je vois que le temps passe. La première, c'est que la création des initiatives, et on voit bien qu'elles se multiplient, de plus en plus d'initiatives se créent sur les territoires, portées par les citoyens, et qui s'inscrivent dans des démarches de transition écologique. Mais la question, c'est comment ces initiatives qui s'inscrivent dans cette démarche économique mettent en cohérence les finalités qu'elles poursuivent et les modèles d'organisation, de financement qu'elles mettent en place pour développer leur activité. Et ça, c'est un des premiers enjeux aujourd'hui, c'est que ceux qui se lancent dans des initiatives économiques
de ce type-là, qui cherchent à répondre à des besoins, comment ils questionnent cette cohérence entre finalité sociale, finalité environnementale et mode d'organisation, etc. On voit aujourd'hui beaucoup de startups qui se positionnent, de startups, donc d'entreprises sociales, qui se positionnent sur la question de la transition écologique. Moi, je me pose vraiment la question de est-ce qu'un modèle qui est basé sur la lucrativité peut amener à une transition réelle écologique? Ça pose question. La deuxième question qui se place, c'est qu'au-delà de la multiplication de ces initiatives, comment on sort des logiques de concurrence entre initiatives et comment on favorise des complémentarités autour de logiques de filière? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de créer 50 je sais pas, ressourceries qui font la même chose sur le même territoire, mais par contre, d'avoir des logiques de filière pour se dire, sur une logique de réemploi, on va pouvoir répondre à toutes les demandes et retrouver des logiques de réemploi qui servent à l'ensemble des acteurs du territoire, ça c'est intéressant. Donc, on va pouvoir, à partir d'initiatives qui se créent, plutôt que de recréer une initiative juste à côté qui soit la même, se dire comment nous, on peut spécialiser, se compléter, etc. La deuxième chose, c'est comment organiser des coopérations, des mutualisations entre initiatives d'un territoire pour développer des écosystèmes économiques à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une multitude d'initiatives qui se développent sur un territoire, mais elles ne sont pas forcément en lien, elles n'ont pas forcément eux-mêmes développé des échanges économiques entre elles, et donc elles ne font pas système. Donc, ça reste une multitude d'initiatives qui sont à côté les unes des autres et qui finalement ne viennent pas remettre en cause le système économique dominant puisqu'elles finalement isolées, elles s'intègrent à lui. Comment on fait en sorte qu'en se structurant entre elles, elles arrivent à coopérer, à mutualiser et à créer réellement des écosystèmes économiques à l'échelle du territoire? Et pour ça, ça pose la question de comment on développe des modèles alternatifs d'échange et de relations économiques et de coopération entre ces initiatives. Et là, on voit bien qu'il y a tous les enjeux, par exemple, autour des monnaies complémentaires qui peuvent être des objets structurants pour développer ce système d'échange. La dernière dimension, et j'en resterai là, c'est comment on évalue ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit on veut avancer, on veut faire ça, mais on n'a pas vraiment d'indicateurs qui permettent de valoriser et de rendre visible l'impact de nos actions. Et là, il y a tout un enjeu sur comment on évalue l'impact qu'ont nos activités sur la transition écologique et sur la transition de manière générale. Et donc là, c'est toute une réflexion sur de nouveaux indicateurs de richesse, de nouveaux indicateurs d'évaluation de qu'est-ce qui fait une économie résiliente et plus vivante. Voilà, j'ai un peu dépassé mon temps, mais je vais en rester là. Merci. Merci Bruno. Et donc on va passer la parole à Marie maintenant. Oui. Donc, je crois que je la caméra. À toi, oui. Jusqu'à moi. Voilà. Oui. Bon, je sais de regarder par là, mais c'est particulier quand même. J'ai de regarder les vrais humains qui autour de moi. Et je vais aussi essayer d'être un peu plus brève. Je pense que j'ai sûrement. Bref, j'arrête. Bonjour à toutes et tous. Je suis Marie Thiellier. Je suis chargée de mission au collectif Transition citoyenne, dont vous avez déjà entendu parler depuis le début de cette vidéo, et notamment sur le projet du Pacte pour la transition, qui est un projet de plaidoyer citoyen et qui propose 32 mesures pour une transition écologique, sociale et démocratique à mettre en œuvre à l'échelle des communes et des collectivités pour faire cette transition triple. Ah, vous m'entendez pas très bien? C'est juste que je suis un peu pas très à l'aise d'enlever ce... Oui, les autres, remettez-le parce qu'elle est là. Est-ce que ça va comme ça? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais peut-être essayer de pousser un peu la voix. Qu'est-ce que je disais? Je parlais des 32 mesures du pacte. Où, du coup, ce sont des citoyens et citoyennes qui s'emparent de cet outil pour le porter auprès de leurs élus dans les collectivités et les pousser à mettre en place des actions ambitieuses au sujet de la transition.
Et du coup, là, ce soir, moi, je vais plus développer l'aspect démocratique du pacte. Et je ne vais pas forcément m'atteler à démontrer le lien qu'il peut y avoir entre transition écologique et démocratie, puisque pour moi, ça paraît un petit peu évident qu'avec avec la législation et les politiques publiques, ben, on peut cadrer, on peut orienter, on peut diriger, on peut un peu même obliger à ce que les choses se passent dans telle ou telle direction. Mais du coup, je vais me baser sur l'expérience du pacte, et notamment des mesures de démocratie qu'il propose, et de pourquoi, plutôt à partir de quel constat est-ce que ces mesures ont été imaginées et sont portées dans les communes. C'est bon là, du coup, pour le son? Parfait. Et précisément, donc, c'est la mesure 29 du pacte. Je vous invite plus tard à aller sur le site du pacte pour la transition. Il suffit de taper ça sur n'importe lequel des moteurs de recherche. Donc, la mesure 29, elle propose de mettre en place des commissions extra-municipales du temps long. Donc, je développerai plus tard ce que c'est. En fait, pourquoi pas maintenant, maintenant que j'en ai parlé. Une commission extra-municipale du temps long, du coup, l'idée, c'est de réunir différents acteurs et pas que des élus, donc des habitants et des habitantes, des acteurs de la société, des acteurs associatifs et économiques, des agents territoriaux, des experts, pour traiter ensemble des questions politiques et en tout cas des politiques publiques. Et donc, ces commissions extra-municipales, elles ont pour mandat d'examiner les projets qui sont portés par les collectivités au regard des enjeux écologiques, sociaux, et au prisme du temps long, du coup, comme précise l'intitulé. Voilà, et elles peuvent, par exemple, émettre des avis consultatifs auprès des conseils municipaux. Elles peuvent soumettre des pistes de réflexion qu'elles ont pu avoir justement en étudiant les projets qui sont portés par les territoires. Elles peuvent proposer des solutions ou encore aussi proposer des débats qui pourraient avoir lieu au sein des conseils municipaux ou communautaires. Je liste des possibilités puisque l'idée, c'est que ces commissions, elles soient co-élaborées entre justement les différents collèges et acteurs qui la composent. Et du coup, c'est ensemble l'idée, c'est qu'ensemble, tous ces acteurs définissent le mandat de la commission extra-municipale. Et par exemple, les sujets qui peuvent être traités par ces commissions, c'est par exemple un projet de service public, de gestion d'eau ou de transport en commun. Voilà, si on décide de privatiser la gestion de l'eau, est-ce que c'est une bonne idée sur le temps long au vu des enjeux écologiques et aussi au vu des enjeux sociaux? Ça peut aussi être des travaux d'urbanisme. Est-ce que construire cette grande infrastructure, c'est une bonne idée ou pas? Également des infrastructures productrices d'énergie. Est-ce que cet incinérateur de déchets est une bonne idée? Est-ce que ce méthaniseur respecte aussi, en tout cas répond aux enjeux écologiques et autres qu'il peut y avoir? Et du coup, l'idée, les constats desquels sont partis l'idée de ces commissions extra-municipales sont multiples. Le premier étant que le temps de l'action publique que l'on connaît, en tout cas dans la majorité des cas, ne se prête pas vraiment à la prise en compte des enjeux écologiques parce que bien souvent, ils sont dictés par des logiques immédiates ou court-termistes et majoritairement dirigées par des intérêts économiques. Et du coup, en mettant un peu à l'arrière les enjeux écologiques ou sociaux. Ensuite, du coup, les impacts à long terme des politiques publiques sont souvent mal, peu ou pas évalués. Je me suis noté deux exemples. Par exemple,
la suppression de lignes ferroviaires. On a vu, ça a fait l'actualité récemment, une ligne de fret qui avait été arrêtée entre, je ne sais plus trop où, quelque part dans le sud-ouest et Paris. Et puis justement, on s'est rendu compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça, et elle a été remise au goût du jour. Ou aussi, ça on en voit un peu partout, il y a beaucoup de collectifs en fait, de citoyens et d'habitants qui se soulèvent contre ça, mais c'est l'abattage des arbres. Moi, on m'a raconté il n'y a pas longtemps un platane bicentenaire dans une cour d'école dans le sud de la France qui a été abattu pour mettre un toboggan. Et du coup, on m'a dit que c'était pas. Enfin, la personne qui m'en parlait, je disais, mais je ne comprends pas, il fait super chaud la moitié de l'année dans la cour de cette école, pourquoi on a enlevé cet arbre? Enfin, voilà, du coup, c'est le type de décision qui pourrait être traitée par cette commission extra-municipale. Un autre constat, c'est que du coup, les acteurs de la société civile, autres qu'élus, sont peu impliqués dans les processus d'élaboration de politiques publiques ou de lois, alors qu'ils auraient beaucoup à apporter. Et du coup, ça crée plusieurs biais, en tout cas plusieurs écueils, que peuvent être notamment des problèmes d'acceptation. On l'a vu avec les gilets jaunes et la taxe carbone, par exemple, qui, de mon point de vue, dans le fond, n'est pas une idée si aberrante, mais qui n'a pas fonctionné, notamment parce que, j'espère que je ne vais pas trop créer le débat, mais parce que justement, les acteurs concernés n'ont pas été impliqués dans le processus d'élaboration de la loi. Et puis aussi, si on n'implique pas les acteurs concernés, on va parfois passer à côté d'externalités négatives que vont engendrer l'application de politiques publiques ou de lois. Voilà. Je crois que c'est mon dernier constat, peut-être que vous en aurez d'autres, mais il y a aussi, et c'est Bruno qui l'évoquait, le fait que nos instances de législation et de décision politique actuelles, elles ne prennent pas en compte ou peu le sujet du vivant, de la nature et des générations futures, qui du coup sont souvent non considérées dans nos politiques. C'est une notion un peu fastidieuse que de prendre en compte le vivant et les générations futures dans nos décisions, mais il y a quelques travaux qui ont déjà débuté sur le sujet, et notamment des travaux qui ont été élaborés sur la Loire, avec le Parlement de la Loire, l'idée de donner une position, enfin, en tout cas un droit au fleuve qui est la Loire. Et après tout, si on donne la parole à des personnes morales, peut-être des entreprises et des associations, pourquoi pas la donner à des fleuves ou à nos arrière-petits-enfants. Et aussi ces propositions démocratiques qui sont portées par le pacte, elles partent aussi du constat que l'échelon local il est primordial pour faire la transition. Et du coup, il faut impliquer habitants et habitantes de ces territoires dans les politiques publiques. Si je voulais ajouter une définition de ce que c'est la participation citoyenne, parce que c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est de changer, de faire une nouvelle transition, parce qu'il n'y a pas de transition écologique sans transition démocratique. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de transition écologique sans transition sociale, et puis sans transition économique. En fait, toutes les transitions doivent se faire en même temps. Voilà. Je conseille de prendre une grande respiration et puis d'y aller. Ben voilà, je me suis perdue ici. Et la participation citoyenne, c'est toute démarche qui du coup, implique les citoyens et les citoyennes dans l'action publique. Et du coup, la définition, elle propose un peu trois échelons différents. Il y a la consultation, qui est un peu le niveau 1 de la participation citoyenne, qui va souvent consister à prendre la température, souvent en aval de l'élaboration du projet, et qui va souvent pas avoir un impact majeur sur la politique publique ou sur la loi, mais qui peut un peu modifier
orienter quelques points. Ensuite, on a le niveau 2 qui est la concertation, qui a lieu plus en amont, en tout cas qui peut avoir lieu plus en amont, et puis qui concerne, l'idée c'est de confronter les différents acteurs entre eux pour créer du débat et avoir le plus d'avis possible et le plus de solutions possibles avant d'élaborer une politique publique. Et le troisième niveau, c'est la collaboration. Et j'en parlais tout à l'heure dans l'idée de comment est-ce que ces commissions extra-municipales sont construites. Elles sont construites tous ensemble, en regroupant tous les acteurs qui la composent et tous ces acteurs réunis réfléchissent à ce qu'ils veulent comme commission extra-municipale, donc ils sont inclus dans le processus dès le début et ils participent activement à ce que va devenir l'idée, le projet, l'action. Voilà, c'est 3 niveaux de participation citoyenne. Et je pense que je n'ai pas parlé très longtemps, mais on arrive à 20h et du coup, ça nous fait une demi-heure de questions. Voilà, c'est pour moi. Donc, merci Marie. Merci au public d'être patient et tenace. Là, donc, on va passer maintenant à la phase un peu de traitement des nombreuses questions que vous nous avez fait passer par le chat. Voilà, donc là, je passe le relais à Tébène. Oui, je vous remercie. Avec toutes ces informations que vous nous avez données, j'ai presque envie de commencer par prendre un petit temps de respiration parce que c'était très intense. Toutes vos questions aussi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont assez précises. On les a rassemblées sur des feuilles, j'ai plein de feuilles devant moi. Et peut-être pour cadrer un peu la réflexion, j'aurais envie de réfléchir autour des liens qui existent entre les 3 présentations qui ont été faites. Il y en a beaucoup. Et en particulier, on peut essayer de se concentrer sur des paradoxes qui sont ressortis. Et pour rebondir par rapport à quelque chose que Marie vient de dire, un premier paradoxe, c'est celui entre l'urgence écologique et la prise en compte du temps long dans les décisions politiques. J'aurais envie de faire rebondir cette question auprès de Marc Duffinet et de lui demander si ce paradoxe-là du court-termisme dans les décisions dans le monde agricole, est-ce qu'il y a ce même problème avec la prise en compte du temps long? Alors, oui, d'une façon générale, ça a été dit, il nous faut opérer une vraie révolution économique, sociale, écologique. C'est des changements radicaux. Edgar Morin nous dirait métamorphose, mais ce n'est pas l'idée de transition, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, une vraie révolution. Mais par contre, il y a l'urgence, ça c'est clair, il faut commencer tout de suite. Donc, on commence tout de suite, on n'attend pas, s'il vous plaît. Et ensuite, le temps long, effectivement, la transformation d'un écosystème, la transformation de rapports sociaux, et en agriculture, les systèmes de production, avoir des agro-écosystèmes durables, sans préjudice pour la génération future, remettre de l'humus, rétablir un taux d'humus, par exemple, on met 2 fois plus de temps à rétablir un taux d'humus qu'on ne met à le détruire par excès de labour. Sur la biodiversité, ressusciter les pollinisateurs, ça met finalement plus de temps qu'on ne le craignait. Ça met moins de temps, qu'on ne le craignait. Et même là, je vois, par exemple, mettre des quotas sur la surpêche. On voit que pour les thons rouges, on est quasiment revenu à un équilibre. Donc, il y a parfois... Donc, la science permet de progresser sur voir qu'est-ce qui sera très lent, qu'est-ce qui sera beaucoup plus rapide. Mais la plus grande lenteur dans la transition écologique, il faut être clair, c'est nous. Et pour rebondir sur alors, on ne peut plus pour, effectivement, à l'échelle territoriale, par exemple, des groupes extra-municipaux, territoriaux, avec des élus, avec des non-élus, et qui pensent le temps long, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraints au mandat. Parce que le vrai problème, politiquement parlant, pour changer la transition écologique, c'est que les gens pensent sans arrêt le renouvellement de leur mandat. Et ça, il faut absolument que
les élus soient accompagnés ou pressionnés par des gens qui pensent dans long et haut. Il avait été envisagé avant de faire ça, vous n'allez pas tout remettre en cause, c'était fondé. Voilà. Alors ça, j'y suis très, très pour. Et moi, pour moi, je pense qu'il faut agir à tous les niveaux. Le comportement du changement d'un consommateur, là, on voit bien que ça a déjà des effets macroéconomiques. Le fait que les gens consomment de plus en plus de produits bio, on en voit en tête de gondole. Même Carrefour, même Auchan, même Leclerc sont obligés de nous écouter un peu. On veut une alimentation saine. C'est pas con. Donc, ça équivaut presque à un droit de vote. Et moi, ça me permettait de dire, quand je rencontrais Stéphane Le Foll, on verra, il y a l'échelle, le changement d'échelle, c'est ça qui est décisif dans la transition et la vitesse avec laquelle on va. On manifeste par des actions locales de consommateurs, d'associations, ça peut être Terre de Liens, ça peut être les AMAP, ça peut être Terre Solidaire, ça peut être une multitude d'associations dans lesquelles nous œuvrons en question. Et maintenant, il y a des chances à poser la question. Et le changement d'échelle. Le changement d'échelle, ça devient politique. Alors, aux différentes échelles, effectivement, communes, intercommunales, départements, régions, nations, Europe et le monde. Mais c'est clair qu'il nous faut aussi s'adresser à des ministres et leur dire. Moi, il m'arrive, j'ai eu la chance de pouvoir, enfin la chance, c'est pas toujours une chance, que de rencontrer des ministres et de leur faire la leçon. Et parfois, je vais leur dire, écoutez, vous êtes en train de sauver avec vos subventions des filières bas de gamme dans un pays comme la France, des mines et un terroir. Ces filières bas de gamme font le plus grand tort au pays du Sud et on veut lutter contre la migration contrainte de ces gens qui sont contraints pour survivre dans les déserts libyens et la Méditerranée. On veut que les gens aient des dignités et on est en train de subventionner ça. Et alors qu'on est au contraire, on ne subventionne pas et on n'aide pas, et on ne rémunère pas les services environnementaux procurés par ceux qui font autre chose. Dire ça à un ministre, il écoute, le discours scientifique sur l'agroécologie, il écoute, mais quand on commence à lui dire, dans la France des mines et un terroir, on importe de plus en plus de produits bio, alors vous faites des subventions pour l'inverse, ça a déjà une force macroéconomique, faites gaffe, si vous voulez être élu, écoutez un petit peu, regardez un peu ce qui se passe. Voilà, moi je pense que c'est individuel, association, les fédérations d'associations, les fêtières, comme on dit, le MES, l'archétype d'une fêtière, vous aussi, vous fédérez un ensemble d'associations, comme Mercificat France fédère un ensemble d'associations, on débat entre nous, on n'est pas toujours d'accord, donc oui, il y a une démocratie, c'est impératif de savoir, mais n'empêche qu'à force de débattre, on finit quand même par progresser et de pouvoir questionner les politiques et intervenir. Mais moi, le jour où j'ai vu le président Macron dire brutalement, c'était le lendemain du G7, où Bolsonaro avait injurié Brigitte, et j'entends le président Macron en disant que ce n'est pas très correct pour le Brésilien de faire ça, mais qu'il nous faudra désormais pas ratifier le Mercosur. Alors, j'ai entendu quand même un petit temps de silence en l'état, je me suis dit, ah non, je plaide pour la souveraineté protéinique depuis je ne sais pas combien de temps, et voilà que. Et il rajoute quand même, il nous faut retrouver notre souveraineté protéinique. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur l'économie, défendre des circuits courts, défendre le retour au terroir, défendre une souveraineté protéinique en France, c'est-à-dire ne pas importer de soja transgénique, donc ne pas contribuer à la déforestation dans la forêt amazonienne, parce que le soja, il s'est étendu au dépend de la forêt amazonienne, et nous élever nos animaux avec des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des pois fourragers, etc. Retrouver avec des légumineuses, des plantes qui fertilisent le sol en azote, qui nous évitent les engrais de synthèse et protoxyde d'azote pour une consommation. Ce n'est pas du franchouillardisme. Ce n'est pas Marc Dufumier plus franchouillard que Zemmour. Ce n'est pas ça, l'argument. Moi, c'est on retourne, on reprend les écosystèmes. Il y a des caractéristiques locales sur les écosystèmes. Les expériences locales peuvent être très intéressantes, et sur le plan écologique, et sur le plan social, et sur le plan économique. Et le changement d'échelle, écoutez, on sait faire. Et bonus-malus et la taxe carbone, pareil, si on écoute un peu les gens, les paysans, mettez une taxe carbone sur des engrais azotés de synthèse. C'est mettre une taxe carbone, puisque c'est coûteux en énergie fossile. Aussitôt, et si on utilise ce malus, on utilise un bonus pour dire maintenant on rémunère les légumineuses, écoutez, il n'y aurait pas ce qui est arrivé avec les gilets jaunes, à savoir, vous nous mettez une taxe carbone, mais nous on est loin des transports en commun, on est obligé d'utiliser notre voiture, sinon on va perdre notre emploi, et c'est nous qui sommes atteints, et rien en échange, rien pour compenser. Alors ça, c'est l'erreur politique, mais moi je pense qu'avec nos expériences locales, on peut éviter que les politiques commettent de telles erreurs. Bon, on va y aller. Allez, on va de l'avant. On ira plus vite. Merci pour ta réponse, Marc, sur ce premier paradoxe. Et dans ta réponse, tu as dit plusieurs grands mots comme les produits biologiques, grande surface, filière bas de gamme,
circuit court. Et ça, vous avez été nombreux à poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que la transition écologique, ce soit une transition écologique pour tout le monde et par tout le monde, et que ce ne soit pas un problème quelque part de riches, la transition écologique. On a dit ça pour les Gilets jaunes, ça a été soulevé par Marie, ça a été soulevé à plusieurs reprises. Donc, comment est-ce qu'on fait au final pour que, en fait, quand on a peu de revenus, on puisse participer à la transition écologique? Et est-ce que c'est comme ça qu'il faut poser la question, ou est-ce que, en fait, est-ce qu'il faut poser la question de, est-ce qu'il faut pointer du doigt ceux qui n'ont pas les moyens de ne pas participer à la transition écologique? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas culpabiliser des gens qui n'ont pas les moyens? Et ça, Bruno, si tu avais envie de réagir sur ce point particulier qui est très économique et justice sociale, tu peux le faire si tu as envie. Oui, mais moi, j'avais envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je pense que la question du concept du genou, comme je dis souvent, c'est-à-dire la question du jeu au nous, elle est essentielle. C'est-à-dire que pour favoriser cette transition, on a besoin individuellement de progresser dans notre rapport au monde, hein, et dans notre manière de consommer, notre rapport à l'économie, etc. On a besoin de travailler sur nous, sur notre manière de nous relier aux autres. Mais on a aussi, et donc pour ça, l'éducation populaire est essentielle parce qu'il faut donner aux gens les moyens de cette autonomie, de cette capacité à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et ça, c'est le rôle vraiment essentiel de l'éducation populaire. Mais ça ne peut pas se faire sans en même temps travailler sur la question de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment collectivement on devient intelligent et on arrive à fabriquer ces alternatives. Donc on a un enjeu à la fois à travailler chacun de nous sur notre rapport à la résilience, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport à l'économie, aux biens, à la matérialité, etc. J'ai vu dans les commentaires là, sur le site, j'ai vu beaucoup de gens qui disent « ouais, je connais des écologistes qui roulent en 4x4, etc. » Bah oui, ça pose un problème. On est tous pétris de paradoxes, de contradictions, et il faut qu'on travaille sur ces contradictions, ça c'est évident. Mais en même temps, il faut qu'on travaille aussi sur, une fois qu'on s'associe dans des collectivités, dans des collectifs, qu'on agit ensemble, qu'on soit capable d'agir ensemble de manière intelligente, en évitant les conflits, en faisant de la démocratie participative, en permettant à tous de s'exprimer, en travaillant sur des logiques d'accessibilité à tous, etc. Moi, j'ai envie de dire, quel que soit notre statut social et quelles que soient nos problématiques, je ne sais pas ce que font les riches de tout leur argent, et je ne sais pas avec ça comment ils arrivent à rentrer en résilience et comment ils dorment bien la nuit. Bon, ben, c'est leur problématique à eux. Mais aujourd'hui, il y a plein de solutions qui permettent d'améliorer l'empreinte écologique et d'améliorer une transition vers une transition écologique qui s'adresse à tout le monde, hein. Je veux dire, les jardins partagés, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient si on produit nous-mêmes notre alimentation, on a un impact écologique fort et puis en même temps, on se nourrit soi-même. Ben voilà, tout à fait. Ben, dans les jardins partagés, il y a beaucoup de logique sur le fait qu'on accompagne des gens sur la capacité à produire eux-mêmes. Et que le fait de le faire en collectif, ben, ça permet d'échanger des savoirs, ça permet de bénéficier d'autres moyens, ça permet de refaire de la redistribution parce qu'il y en a qui en ont plus besoin que d'autres et donc on peut redistribuer. C'est pareil, alors là je l'ai fait sur le jardin, mais on pourrait le faire sur plein d'autres initiatives qui se créent où la question de la péréquation des tarifs, la question de l'accessibilité à tous, elle est posée tout le temps. Donc, effectivement, on a un problème aujourd'hui de répartition mondiale des richesses qui fait qu'il y a des continents qui sont peut-être qui peuvent paraître à la ramasse par rapport à d'autres, mais comme de toute façon les sociétés les plus avancées dans le modèle économique aujourd'hui, elles vont être confrontées au fait qu'elles ne pourront pas maintenir ce niveau de consommation et de consumérisme. Donc là, les questions de décroissance, ça touche plutôt les sociétés industrialisées du Nord et développées du Nord que les sociétés agraires d'Afrique, quoi. Ça, c'est sûr qu'eux, ils n'ont pas besoin de passer par la décroissance, ils sont déjà dedans.
Donc, c'est pour ça que le principe de est-ce qu'on doit passer de la croissance à la décroissance? Oui, on est obligé de passer par des logiques de décroissance dans des pays où aujourd'hui on a une logique de production qui est complètement délirante. Mais pour d'autres, ils n'ont pas à passer par là puisqu'ils n'en sont pas là. Donc, là, il ne s'agit pas de dire qu'il faut passer d'une logique d'une économie de la production à une économie, enfin d'une économie de la croissance à une économie de la décroissance. Il s'agit plutôt de dire comment on arrive à une économie de la résilience, c'est-à-dire où on produit ce dont on a besoin et pas plus. C'est ça l'intérêt. Alors, il y a ceux qui n'ont pas accès à tous leurs besoins et qui doivent se développer. Et puis, il y a ceux qui produisent tellement de choses aujourd'hui que ça va bien au-delà de leurs besoins. On voit des problématiques énormes. Ce que disait, comment, oh, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave, sur la question de l'alimentation où on a largement de quoi nourrir toute la planète et pourtant, il y a encore des gens qui souffrent de malnutrition, montre bien que ce n'est pas un problème de production. On a les moyens de nourrir tout le monde. Mais on ne sait pas le faire, ou on ne veut pas le faire surtout, parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ce n'est pas ça qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est faire de l'argent, ce n'est pas de nourrir tout le monde. Donc voilà, c'est plus une question de réappropriation de l'économie et de travailler là-dessus. Moi, je crois que c'est vraiment essentiel, ces questions-là. De comment on fait en sorte que on travaille notre rapport à l'autre, notre rapport à la société, pour plus être dans des logiques de concurrence, de pouvoir, il a ça, je le veux aussi, passer d'une société de l'avoir à une société de l'être. Voilà, c'est un enjeu essentiel ouais, de la résilience et de la transition. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond à plein de questions, en tout cas. Ouais, et il y a une autre question qui revient plusieurs fois dans le chat, qui est une question de est-ce que c'est possible en fait de le faire? Parce que le constat, on a des idées, on sait où c'est qu'il faut aller, mais est-ce que c'est possible d'y aller? Est-ce que l'agriculture bio locale peut nourrir l'humanité? Est-ce qu'on peut transformer l'économie? Est-ce qu'on peut convaincre les élus de prendre en compte d'autres dimensions dans leurs décisions? Et cette question, est-ce que c'est possible? J'aurais envie de la poser à vous trois. Je sais pas moi, je veux bien commencer à répondre sur cette question-là parce que c'est une question qui me taraude assez souvent. Est-ce que finalement, on est capable d'engager un processus de transition? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, à partir du système dans lequel on vit, d'améliorer ce système pour l'emmener vers une autre logique, un autre système? C'est exactement ce que j'ai dit au départ. La transition, c'est ça. Alors là, il y a un véritable enjeu parce que le rapport de force est complètement déséquilibré. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique aient envie de le céder. Ils représentent une minorité de la population, au grand maximum, mettons, si on va très loin, 5% de la population détient au moins 90% de la richesse, enfin détient beaucoup de richesse et beaucoup de pouvoir, et puis les 90% restants ne l'ont pas. Donc, est-ce que ces 90%-là sont capables d'amener ces gens-là à céder sur leur pouvoir actuel? J'ai envie de dire, si on n'est pas pressé, on peut y arriver. Si l'urgence climatique nous oblige de plus en plus à être dans une confrontation trop dure au réel, j'ai bien peur que la transition soit illusoire et qu'on finisse par une révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont craquer et qui vont aller s'attaquer à ces pouvoirs-là de manière violente, radicale, etc. Et donc là, on ne sera plus dans une logique de transition, on sera dans une logique de révolution. L'histoire montre que les révolutions, elles sont fréquentes, elles se répètent. Des logiques de transition, je ne suis pas sûr qu'on en ait démontré qu'il y en ait eu vraiment beaucoup, quoi. D'accord. Merci Bruno pour ta réponse. Est-ce que Marc, tu as envie de compléter sur comment lever ces freins au changement? Alors, j'ai vraiment envie de répondre, oui. Pour revenir légèrement en arrière, effectivement, dans la question, le bio, l'agriculture est plus artisanale, ça exige plus de travail, il faut que l'agriculteur soit correctement rémunéré, donc le produit bio est plus cher. Et du coup, c'est d'ailleurs ce que me répondent certains ministres, oui, monsieur Dufumier, il y a un marché pour les produits bio. Et puis, il y a une production de masse pour les couches modestes. C'est vachement sympa, ça, d'entendre ça. Il y a le bio pour les bourgeois bohèmes, les perturbateurs endocriniens
Donc, le cancer du sein, la prostate, 10 ans plus précoce chez la jeune génération, c'est pour les couches modestes. Alors ça m'insurge. Et je ne veux pas. Alors, est-ce qu'il y aurait des solutions à ça? Bien évidemment, à partir du moment où l'agriculture en transition, pas forcément déjà labellisée bio, mais en transition vers quelque chose qui correspond au cahier des charges de l'agriculture bio, est une vraie transition. Séquestre du carbone, met des légumineuses, nous évite les importations de soja et la déforestation au Brésil. À partir du moment où ces pratiques-là sont d'intérêt général, il est logique que ce soit le contribuable qui paye. Et moi, plutôt que de dire « Ah, les agriculteurs, vous avez besoin de subventions, vous avez besoin d'aide, vous êtes des mendiants », je leur dis non, vous nous rendez service. Et si vous nous rendez service par la voie contractuelle, vous séquestrez du carbone, vous mettez des légumineuses, vous mettez des infrastructures écologiques capables d'héberger les mésanges, les chauves-souris et autres. C'est un service d'intérêt général. Je vous paye par la voie contractuelle. Vous êtes un travailleur, vous méritez d'être payé. Et moi, juste une question, la transition écologique, qu'est-ce qu'on attend? Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'en face de nous, il y a des lobbies qui s'appellent Imagrin, qui s'appellent Monsanto, qui s'appellent Bayer, qui s'appellent Danone, qui s'appellent... Et en face de nous, on a effectivement des lobbies qui ont une capacité, effectivement, de faire une éducation au goût. L'éducation au goût, jusqu'à une date récente, c'était que la file d'attente avant la caissière soit d'une longueur suffisante pour que le gamin qui voit des baguettes, des barres chocolatées riches en huile de palme, hein, là c'est Bornéo, ça fait du bien, hein, et que le gamin pleure jusqu'à ce que la maman cède. Ça, c'est l'éducation au goût aujourd'hui. Bon, on va faire de l'éducation au goût. Le mouvement populaire, enfin, peuple et culture, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même ça qu'on essaie de faire, enfin, que vous essayez de faire, j'ai cru comprendre. Donc, il faut évidemment totalement changer. Alors, c'est des rapports de force. Moi, je pense que dans les rapports de force, il faut utiliser toutes les échelles. Le mouvement associatif joue un rôle extrêmement important. Les syndicats, évidemment, jouent un rôle extrêmement important, hein, pour défendre et à la fois justice sociale. Et donc, il faut qu'avec les syndicats, on puisse discuter du nucléaire et du bio et de ce genre de choses. Juste, moi qui n'ai donc pas de voiture, hein, je n'ai pas mon 4x4, et qui utilise le train, on ne pourrait pas quand même, on dit qu'il faudrait encore de nouveau combler le déficit de la SNCF. Mais si la SNCF aura un service d'intérêt général, en termes peut-être monétaires d'ailleurs, de croissance, moi, je ne suis pas aussi, enfin, je suis souvent contre la croissance au singulier, hein, mais pour certaines croissances de bien-être, si la SNCF pourrait permettre un épanouissement de bien-être dans certaines régions, allons-y, on rémunère le service public, quoi. Qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas une subvention. Ah, la SNCF, vous êtes encore en déficit. Vous avez besoin d'être aidé. Et ça va encore combler le déficit public. Non. Qu'est-ce qu'on fait de notre budget public? Alors, faire payer les riches, j'en conviens. Bruno dira peut-être que je suis peut-être là, bisounours. Bon, c'est possible que j'apparaisse comme bisounours. Non, mais pour ne pas être bisounours, il faut comprendre que c'est des rapports de force. Vous mettrez une taxe sur le soja importé. Qui ça gêne? Personne, quasiment. On met des luzernes à la place, ça évite la déforestation. Et même les Brésiliens qui sont dans les bidonvilles, qui peuvent pas manger de soja, parce que leur soja, effectivement, en excédent, on est d'accord, hein, il y a pléthore de nourriture, hein, ne nourrit pas des Brésiliens trop pauvres, ça nourrit des cochons en surnombre, qui pissent et fertilisent des algues vertes. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est si on se mobilise. Bon, on va se mobiliser. Moi, je n'ai pas d'autre idée que celle-là. En 68, on disait, excusez-moi, j'ai des cheveux blancs, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Est-ce que je veux compléter? Oui. Ouais, rapidement, vous avez déjà beaucoup dit. Ah oui, il faut que j'enlève une seconde pour. Moi je pense que oui, on peut le faire. Et puis, Marc, tu le démontres en donnant plein d'infos très véridiques et qui ont été de toute façon fait l'objet d'études qui sont juste, c'est impossible de les contourner. Donc c'est sûr, on peut y aller. Et puis sur d'autres domaines que l'agriculture, on a déjà trouvé des solutions. Tout à l'heure, j'aurais envie de citer la mince à sécurité sociale alimentaire, qui est une façon pour tous d'avoir accès à une nourriture saine, bio, locale, correcte. Mais du coup, moi, je pense que ce qu'il faudrait être aussi qu'on fasse, c'est changer notre paradigme, puisque justement, on ne peut pas avoir une transition écologique efficace si on continue à conduire des SUV et à râler contre la SNCF. Et du coup, il faut changer notre manière de voir la société. Et pour ça, il y a le récit a un pouvoir assez fort.
laisser la place à de nouveaux récits pour imaginer la société dans laquelle on aurait fait cette transition écologique, sociale, démocratique. Et ça, c'est un truc que chacun d'entre nous doit faire. Imaginez qu'à la place de regarder une série Netflix toute une soirée, il fallait plutôt jouer au Morpion. J'ai dit. J'ai peut-être eu, sur ce sujet-là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai deux idées qui me sont venues là, par rapport à cette question-là, hein, sur comment on pourrait avancer pour éviter qu'à un moment donné, on soit dans le mur. Il y a deux champs qui me paraissent essentiels. Un, c'est la question des médias et du numérique. Je pense qu'aujourd'hui, l'information nous échappe. Les rapports dominants, dominés jouent à fond. On nous fait croire à la démocratisation de l'information à travers des réseaux sociaux dont on voit bien qu'ils ne font pas le job. Et du coup, ça, c'est un champ sur lequel la transition a encore beaucoup à agir. Il y a un monde de numérique et des médias alternatifs à développer de manière forte. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont… Les GAFAM ont un pouvoir sur nous bien trop puissant, ce qui tue l'information et ce qui fait croire qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose du côté de l'alternative, alors que quand on regarde dans la réalité, on le voit à travers, par exemple, une émission comme Carnet de campagne sur France Inter, quand même, où qu'il se balade dans n'importe quel village où il arrive, on voit qu'il y a des initiatives qui se créent, on voit qu'il y a des gens qui sont impliqués, on voit que tout ça. Et pourtant, ça, ce n'est pas dans les médias mainstream. On ne le voit pas à la télévision, on ne le voit pas dans les grands journaux, etc. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus, se réapproprier les médias et les médias et les médias d'information, voilà. Et puis, l'autre enjeu qui me paraît essentiel, j'ai vu pas mal de débats sur oui, mais que pèse l'ESS, etc. Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que pèse réellement l'implication des citoyens dans ces démarches de transition. On ne le sait pas vraiment parce que les données statistiques qu'on a, par exemple, quand on dit qu'est-ce que représente l'ESS, c'est des données qui sont faites à partir de données macro et qui ne partent que de statuts juridiques, de données de l'URSSAF, de l'INSEE, etc. Et en fait, ça ne mesure pas réellement l'engagement des citoyens dans cette logique-là. Ça, on ne le mesure pas. Il nous faudrait de nouveaux indicateurs qu'on n'a pas. Et donc, tout l'enjeu sur comment on change notre imaginaire, comment on change notre regard sur le monde à travers des indicateurs différents que ceux qui nous sont proposés par l'économie dominante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on parle de transition vers un nouveau monde, mais ceux qui analysent le monde, ils sont de l'ancien, ils ne sont pas du tout du nouveau. Donc, on ne mesure pas ça. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, la part de la société qui est sensibilisée à ces questions, qui a envie de sortir du monde tel qu'il est aujourd'hui, elle ne cesse de grandir et elle prend une part de la population beaucoup plus importante que le 10% de représentation de l'ESS dans l'économie française, quoi. En gros, c'est ce qu'on dit, hein. L'ESS pèse 10% de l'économie française. Ça, ça ne veut rien dire, quoi. C'est un indicateur complètement dépassé qui ne rend pas compte de la réalité. Il ne mesure pas tous les collectifs informels. Il ne mesure pas une AMAP, c'est quoi? Ce n'est pas une entreprise, c'est un fermier. Ou une association de consommateurs. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est bien la rencontre dans de nouvelles formes. Donc, les statistiques ne savent pas mesurer les nouvelles formes d'organisation qu'on met en place. Donc, du coup, il y a aussi un regard sur ça, sur qu'est-ce qui fait richesse et comment on le mesure, ça me semble essentiel. Et si on arrivait à avancer sur ces questions-là, ben, on pourrait peut-être mieux rendre compte de comment aujourd'hui c'est emparé par les citoyens. Merci, Bruno. Ouais. Donc, on arrive à la fin de nos travaux. Alors, je ne vais pas prétendre faire une synthèse de ce qui a été dit. Je vais simplement partir de 3 mots-clés d'un de chacun des intervenants pour basculer vers la deuxième session qui nous attend au 15 mars. Je partirai de la remarque de Marc sur l'exigence de fertilisation des écosystèmes. On est dans la complexité, mais aussi on est dans la nécessité de faire écosystème. J'irai d'un pas engagé et
est convaincu sur la phrase de Bruno Lenné, engager un processus de transition, c'est-à-dire que là je parle au nom de l'éducation populaire, c'est-à-dire l'idée d'engager pour nous aussi à l'intérieur de nos actions un processus de transition. Et puis Marie nous invite à une dimension qui nous travaille beaucoup dans l'éducation populaire, c'est la création artistique, avec son mot « laisser la place à de nouveaux récits ». Je trouve que c'est fondamental. C'est absolument fondamental d'arriver à... Alors, des récits, il n'y en a pas qu'artistiques, mais en même temps, c'est aussi une façon de convoquer l'ensemble des acteurs de la société. Donc j'espère qu'on retrouvera nos intervenants pour nous aider à construire la phase finale de notre cycle, c'est-à-dire un cadre de référence un peu amplifié sur la contribution de l'éducation à la transition écologique, parce qu'avec tout ce qu'ils nous ont apporté, le regard qu'ils ont, ça sera très important. D'ici là, la fois prochaine, c'est-à-dire le 15 mars, on fera appel à la contribution des associations d'éducation populaire sur la manière dont ils contribuent d'ores et déjà à la transition écologique, à la fois dans leur fonctionnement et dans les activités qu'ils mènent. Donc pour ça, on vous invite à contacter Peuple et Culture pour nous faire des propositions de témoignages. Donc on en est déjà sous le coude, mais je pense qu'au vu du nombre de participants, il doit y avoir quand même dans le public des personnes qui vont pouvoir à ce moment-là s'exprimer directement. Puis vous pouvez aussi nous faire des suggestions sur son cycle lui-même. Voilà, à cette occasion. Donc, écoutez, merci pour avoir contribué, participer à ces travaux, et on vous dit merci aux intervenants. Merci à ceux qui ont traité tous les chats. Et puis, on se retrouve peut-être entre-temps, si vous avez envie de nous appeler, en ce qui concerne ce premier séminaire. Et puis, en tous les cas, on se retrouve le 15 mars au même horaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il y a des bons.